On refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais aussi sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur Clubic et sur iTunes. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, on revient sur un échec de l'iPad. Oui, c'est possible. Tout de suite, c'est le sommaire. La presse subit la plus grande crise de son histoire. Les éditeurs de quotidiens et de magazines doivent affronter la concurrence d'Internet et la baisse des recettes publicitaires et du pouvoir d'achat. Aussi, à son arrivée, l'iPad a été considéré comme le messie pour redonner le goût aux lecteurs d'acheter de l'information. 9 mois après sa sortie, force est de constater que les lecteurs ne se ruent pas pour se payer des magazines sur tablette. Non, l'iPad n'a pas encore sauvé la presse et Steve Jobs n'est pas le nouveau Gutenberg. On refait le Mac, épisode 46, la presse, l'échec de l'iPad. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour discuter avec nous de l'iPad, de la presse, deux invités ce soir. Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Ça va Olivier ? Ça va bien, merci. Moi ça va formidable parce que je suis allé chercher le soleil là où il était, je suis allé à Cannes. Très bien. Rodrigo Sepulveda-Schulz, podcasteur, investisseur, chroniqueur à LCI Radio. Encore pour une bonne semaine là, il faut tenir le choc. Alors moi j'étais en Allemagne, je suis arrivé avec le même soleil que sur la Côte d'Azur, il faisait super beau. Le thème de cette émission, c'est l'iPad et la presse. On ne peut pas vraiment dire. Il y a beaucoup d'espoir, comme on l'a dit dans le sommaire, autour de l'iPad. Et puis on s'aperçoit qu'au fil des semaines, ça a plutôt fait pchit. Alors pourquoi, selon vous, ça ne le prend pas Pourquoi il n'y a pas vraiment une si forte adhésion? Il y a environ, selon on croit les chiffres de GfK, 400 000 iPads en France. Ça ne décolle pas vraiment. C'est quoi le problème, Cédric? C'est le prix? D'abord, c'est une surprise. Les chiffres de GfK, ils sont tout frais. Ils datent de là. Tous les ans, GfK publie en gros des chiffres résumés des ventes. GfK, il faut dire, on attendait plus le proche d'1 million que 400 000. C'est pas des estimations, c'est pas les analystes qui disent on pense qu'Apple va vendre. Non. GfK, c'est des gens bêtes et disciplinés. Eux, ils regardent les tickets de caisse. En gros, ils sont branchés sur les caisses enregistreuses des détaillants français. Et eux disent, il s'est vendu en France en 2010 435 000 tablettes. Et tu dis, c'est tout 55 000 Galaxy Tab, paraît-il, mais évidemment, il n'est que 3G pour l'instant, ça va changer, et environ donc 400 000 iPads. C'est moins, on pensait que ce serait entre 6 à 800 000. Plutôt autour des 800, autour de 800 000. Ouais. Du coup, premier constat, bébête, 400 000 iPads, ça suffit pas à faire un bassin d'audience pour un journal. Vous n'allez pas fédérer tous ces gens-là autour d'un mensuel ou d'un quotidien, d'un hebdo, etc. C'est pas possible. Alors concrètement, pourquoi les ventes ne décollent pas? Moi, ce qui m'avait choqué déjà lors des premières présentations d'applications de magazines iPad ou de quotidien, c'était le prix. Souvent, la version numérique était plus chère ou aussi chère que la version papier. Et là, on comprenait pas trop, messieurs. Oui, mais alors d'abord, si on parle des magazines et des journaux américains en général, si on réplique en numérique le modèle existant, il y a deux prix, c'est le prix en kiosque et le prix par abonnement. Là-bas, la pression à l'abonnement est extrêmement forte. Alors c'est une pression positive parce qu'on vous offre des prix absolument ahurissants pour que vous vous abonniez. On l'a dit déjà, un mensuel aux États-Unis, si ça vous coûte 12 à 15 $ par an pour vous abonner, tout compris, c'est bien le maximum, et il y a des promos tout le temps, etc. Donc le modèle de la presse américaine, c'est pas la vente au détail, c'est quand même extrêmement majoritairement l'abonnement. À tel point que, pour ne prendre qu'un exemple, souvenez-vous, Life Magazine, ce magnifique magazine de photos qui est paru pendant des années, qui était un peu le Paris Match américain, toute proportion gardée, et ils ont cessé leur parution quand ils sont tombés en dessous de 600 000 abonnés. 600 000 abonnés, toi Olivier qui fait encore de la presse papier, forcément ça fait rêver vu d'ici, quoi. 600 000 abonnés, il n'y a pas de journaux français qui ait 600 000 abonnés, à part des hebdomadaires télé. Oui, j'ai oublié au départ de vous présenter le dernière édition d'iCreate. Vous retrouvez la rubrique On refait le Mac dans iCreate tous les mois avec Steve Jobs en couverture. Pour revenir à la question de départ, est-ce que déjà ça ne montrait pas que les éditeurs n'avaient pas forcément, je dis les éditeurs, je parle plus des gestionnaires que ceux qui font les journaux, ce qui n'est pas la même chose, se sont dit tiens, déjà positionner le prix d'un quotidien ou d'un magazine le même prix que la version papier et la version numérique, ça montrait qu'on n'avait pas forcément bien saisi le marché quand même. Non, mais pourquoi est-ce que ce serait différent? Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas le même produit.
Regardez, on va en parler, regardez Wired par exemple. Quand on est tous tombés sur le premier exemplaire de Wired sur l'iPad, on est tous tombés de nos chaises en disant c'est génial, voilà ce à quoi un magazine sur iPad devrait ressembler. Et en fait, c'était pas juste un copier-coller PDF du magazine papier, c'était un magazine avec des enrichissements, avec de la vidéo, avec plein de trucs en plus, avec même des pubs rigolotes à regarder dans un sens et dans l'autre, avec de la vraie interactivité. Ça, c'est le bon exemple, Cédric. Mais c'est vrai qu'au départ, ce qu'on a vu... Oui, bon, il y en a quelques-uns, mais au départ, on a surtout vu arriver des liseuses PDF en clair. Donc, ça veut dire, en clair, on lit la page, on zoome dedans comme on était dans la version papier. Il n'y a pas forcément d'enrichissement multimédia et on nous vend ça le même prix que la version papier. Ça pouvait pas tenir. Il fallait bien commencer quelque part avec un tout petit bassin d'audience. Juste montrer ce à quoi ça pouvait... Quand tu as, 50 000 lecteurs potentiels... C'est peut-être le cas, sur la version française de Relais, mais quand on reprend Zinio... qui est le kiosque de PDF américain, c'est beaucoup moins cher à l'abonnement et ça reprend les mécaniques américaines de PDF et également d'abonnement. Alors le souci du PDF, Rodrigo, c'est qu'en plus ça pèse vachement lourd. Pour pouvoir zoomer, avoir une finesse de détail, on est obligé d'importer des dizaines de pages avec des mégas et vous retrouvez à télécharger des centaines de mégas avec un iPad, ce qui n'est jamais très agréable, et attendre 5 minutes, voire 10 minutes que son journal soit téléchargé le matin. Si on est en Wi-Fi, ça va, mais si on est en 3G, c'est même pas la peine. C'est pas possible. Donc là aussi, il y avait... Moi, Wired, il m'est arrivé d'attendre 1 heure pour qu'il se télécharge, parce que les premiers exemplaires, les premiers numéros faisaient 500 à 600 mégas. Donc oui, évidemment. Là aussi, il y a quelque chose à revoir, quoi. Mais après, c'est des choses qui s'affinent un peu avec le temps. Parce que tout à coup, quand on met de la vidéo dans un journal papier, ça commence à être un peu lourd. Ouais. Monsieur X n'est pas là ce soir pour des raisons professionnelles, mais c'est vrai que s'il avait été là, il nous aurait dit, mais il ne faut pas oublier que certes, on peut penser que ça coûte moins cher de produire un journal en version électronique qu'une version papier, puisqu'il n'y a pas le process d'impression et le process de distribution qui coûte très cher, notamment en France. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce que d'abord, il y a aussi une brique éditoriale à mettre en place pour transformer toutes ces mises en page de l'édition papier à la version iPad. Donc ça, c'est un coût et c'est pas négligeable, croyez-moi. Et au-delà, il y a un vrai problème franco-français, Cédric, avec les process de distribution, la TVA, qui n'est pas la même entre le numérique et le papier. Oui, c'est vrai qu'on est à 20 points sur le numérique et à pas grand-chose sur le papier parce que la presse, c'est quand même un truc de 2 points, c'est ça. Et avec, donc si tu mets ça bout à bout, tu t'aperçois que ce que tu as... Oui, mais et surtout, entre-temps, tu reverses 30% à Apple. Alors ça, c'est l'autre problème. C'est l'autre problème et c'est même le seul vrai problème en fait. Parce qu'une fois qu'on a évacué les petits soucis techniques, les machins, etc., le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'offre pour aller découvrir des magazines. Or, je vous rappelle qu'un kiosque, ça sert à ça sert à aller acheter des magazines que vous connaissez. Mais aussi, je veux dire, moi, pendant tout le temps où j'ai fait de la presse magazine papier, le Saint Graal, c'était d'arriver à mettre des pubs sur les kiosques pour que les gens découvrent votre magazine et l'achètent. Et ça, il n'y a pas. Aujourd'hui, à part des recommandations dans les App Store, etc., il n'y a pas grand-chose pour découvrir de nouveaux magazines. On est tous allés chercher Wired parce que ça faisait 20 ans presque qu'on connaissait Wired. En clair, les magazines sont mélangés avec les applications, les jeux, les machins. Ouais, c'est ça. C'est Angry Birds, Wired, Le Point Et d'ailleurs, je ne comprends pas tellement pourquoi Apple a le pied sur le frein, il n'y va pas franchement. On sait que Steve Jobs avait fait le tour, souvenez-vous, ça a été confirmé notamment par les gens de chez Murdoch. Il faisait le tour des rédactions pour présenter l'iPad avant sa sortie et convaincre les groupes de presse d'adopter sa tablette. Et pourquoi pas un magasin, ça semble évident. Bon, peut-être que on va en parler. On attend des choses dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Tu parlais de Wired tout à l'heure, c'est dur à dire. Wired. J'ai du mal toujours avec ce nom. C'est vrai que on a été très enthousiaste quand il est sorti. On avait parlé dans cette émission. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'est pas un franc succès non plus. C'est un peu décevant parce que là, il y a eu vraiment des moyens qui ont été mis en œuvre pour proposer une navigation propre à l'iPad avec des moyens interactifs, des compléments vidéo, etc. Ça leur a coûté cher. C'est pas une opération un bras, ouais. Donc il s'en est vendu juste avant l'été au mois de juin près de 100 000 exemplaires, donc ce qui est pas mal. Mais il faut dire que c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs d'iPad se sont dit je vais télécharger Wired pour savoir à quoi ça ressemble. Et puis là, en novembre, ils en ont vendu que 23 000. Donc on s'aperçoit que c'est carrément un... C'est un bid. C'est pas bon. C'est un bid, c'est rien. C'est rien par rapport maintenant au nombre d'iPad. Parce qu'en plus, on aurait pu imaginer que les chiffres originaux auraient été soutenus par la vente des iPads pendant ce temps-là. Parce que le nombre d'iPads qui était vendu, qui était dans le monde en juin, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait le mois dernier. Donc on aurait pu penser que la courbe des ventes montant, ça maintiendrait un peu l'audience. Pas du tout.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont pas prêts à consulter, ils ont encore besoin du papier. Vous, personnellement, qui utilisez les magazines c'est pas une sur vos iPads, vous n'avez pas le même plaisir de navigation, le même plaisir de lecture? Je suis pas abonné parce que ça coûte 80 € par an, au lieu de $12 aux États-Unis. Je vais pas aller chez Smith ou Brentanos, je sais plus lequel des deux est fermé d'ailleurs maintenant, pour aller chercher un numéro qui va me coûter 8 ou 9 €. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc à la limite, pour nous les étrangers, les prix américains n'étaient pas un souci parce que c'était quand même plutôt une bonne affaire de payer son Wired 4 €. Mais c'est vrai que le dernier numéro, j'ai eu une petite notification et pourtant je l'ai pas téléchargé. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que le numéro précédent, je l'ai téléchargé, je l'ai toujours pas lu. Je crois que Rodrigo est comme moi. Rodrigo, est-ce que tu as le même plaisir à lire sur l'iPad que sur une version papier où il manque encore la Magic Touch et on attend peut-être que Apple donne le ton et la voix dans ce domaine? Non, j'ai 3 commentaires à faire. Et tout d'abord, par confirmer qu'effectivement, j'ai 2 numéros de Wired que moi j'ai acheté en retard à la lecture. Ouais. Mais bon, à $4 pièce, ça va. J'achète des conneries à $10 que j'aurais dû lire qu'une fois et c'est peut-être plus grave. Le premier commentaire, c'est je peux pas vous laisser dire que le plus important, c'est 30% qui sont reversés à Apple. Ça, c'est méconnaître totalement les principes de fonctionnement de la microéconomie. On parle de prix en fonction des coûts, en fonction de la quantité. Donc, s'il y a plus de quantité, le prix peut descendre, on est au même endroit. Donc, on ne peut pas comparer comme ça. Il faut savoir quel est l'impact, est-ce qu'il y a une distribution plus large ou pas, et est-ce que c'est compensé par les 30% que prend Apple là-dessus. Pour plein de gens, ils voient qu'ils ont une meilleure distribution sur Apple, ils font plus de chiffre d'affaires même s'ils en encaissent moins à l'unité. Oui, mais ce que tu reverses à Apple 30%, en plus tu verses 20% à l'État avec la TVA, ça fait 50% de tes revenus qui partent en poussière. L'argument tient de la même manière. Si on atteint 10 000 personnes avec une appli et on n'a plus que 50% de revenus de cette appli, mais on atteint 100 000 personnes, eh ben on a vachement gagné. Oui, on ne peut pas comparer comme ça sans mettre les chiffres. On ne sait pas, on n'a pas les chiffres définitifs. Oui, mais la limite de ce raisonnement, c'est que ça, je suis absolument d'accord sur les ventes au numéro, comme on dit. En revanche, on va y venir maintenant, le centre du problème, quand je dis que le problème c'est le prix et les 30%, c'est que Apple voudrait prendre 30 points sur les abonnements. Et ça me semble totalement délirant. Mais totalement délirant. C'est-à-dire qu'un revenu récurrent à vie sur un abonnement que vous prenez une fois, alors évidemment vous le réglez tous les ans, etc., il n'y a aucune raison au monde pour que Apple prenne 30%. Et je pense que c'est la raison pour laquelle... Parce qu'il y a l'effort marketing, que fait Apple qui sont pris sur les coûts de promotion. Quel effort marketing du journal. Évidemment, il a mis en avant sur un store avec une distribution extraordinaire. Alors évidemment, à croire qu'ils ont des antennes et qu'ils savent qu'on va faire cette émission cette semaine, si vous baladez dans Paris, vous verrez sur tous les kiosques et sur tous les abribus des iPads partout et notamment sur les kiosques avec des éditions de journaux. Alors là, effectivement, il y a un soutien marketing, mais c'est l'exception qui confirme la règle. N'importe quelle boîte normalement constituée dépense entre 10 et 30% en coûts marketing et de vente. N'importe quelle boîte. Ouais. Dans la presse, si c'est Apple qui le fait, les gens qui vous démarchent, les promotions, le gratuit, on oublie que la moitié des magazines en kiosque qui sont vendus, ils vont au pilon parce qu'ils ne sont pas vendus, etc., etc. Tout ça disparaît, et en plus sur le numérique, c'est un coût marginal de distribution. Ça ne coûte quasiment rien de vendre un numéro supplémentaire. Donc on ne peut pas raisonner comme ça sur des grands chiffres, regarder l'équation économique. C'était le premier commentaire, pardon. Je vais faire le deuxième. Sur Wired est sorti quand il n'y avait pratiquement rien d'autre, voire il n'y avait rien d'autre en presse magazine, et on s'est tous esbaudis devant le premier numéro de Wired. Mais c'était dans un environnement absolument non concurrentiel, en particulier ce qu'on appelle le mindshare. Il n'y avait rien d'autre comme alternative. Aujourd'hui, il y a plein d'autres alternatives. Donc c'est normal qu'il y ait une érosion de la part de marché de Wired, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut acheter aussi bien, ne serait-ce que T3 par exemple, on va parler peut-être de Project, que les grands quotidiens nationaux sont sortis, etc. Et puis les applications multimédia au début n'existaient pas, maintenant il y en a plein dans tous les sens qui font papa, maman, donc l'érosion est normale. Enfin, sur Wired, c'est un magazine qui s'adresse à une cible bien particulière. Alors au début, ceux qui ont acheté de l'iPad n'avaient rien à regarder. Maintenant, on est peut-être revenu sur une part de marché naturelle autour de Wired, qui est les geeks comme moi, comme Cédric, qui aiment bien regarder et lire ces magazines-là. Ça intéresse absolument pas mon voisin qui n'est pas geek. Il faut savoir l'acheter une fois, mais il ne va pas l'acheter les autres fois. Alors, enfin, toujours sur Wired, je dis troisième point, c'est une boîte qui a toujours été non conformiste. À la fois dans ses sujets éditoriaux, ils font la prospective de tendance, c'est
pratiquement des cahiers de tendance comme on fait dans la mode, mais pour le monde de la tech. Ils le font 1 an ou 2 ans à l'avance, avec une navigation très étonnante et très difficile à lire déjà sur le papier, très ergonomique, et qu'on retrouve complètement dans le code de la version électronique. Donc on va naviguer de gauche à droite, de haut en bas, en appuyant sur des boutons, en déplaçant des trucs. C'est inhérent à Wired, c'est pas du tout inhérent aux applications sur un iPad. Ouais. Donc je ne pense pas qu'il faille utiliser Wired comme exemple de ce qu'on peut faire. Si vous voulez voir des choses bien, on en avait parlé dans l'épisode de Noël, moi je trouve que T3 est mieux. T3, le magazine de gadgets anglais, est mieux fait. Ça, une navigation beaucoup plus naturelle. Parce qu'il y a des filles en couverture avec des gadgets. Ouais, c'est facile à lire. Elle a fait en vidéo pour le shooting. Mais voir, moi, encore une fois, Paris Match, à part quand on lit le texte qui est un peu pénible à lire comme ça, je trouve que la maquette multimédia de Paris Match exploite bien l'iPad. C'est pas trop, le pousse pas trop, et j'en suis encore de New Yorker, qui est le Télérama de New York, je trouve très bien. Il est un peu multimédia, mais pas trop, c'est agréable à lire, on le feuillette, et on retrouve le plaisir, comme disait le Dr Bourda ce week-end, de Blattern, de tourner les pages. Mais pour revenir un instant donc, sur ce que tu disais, Apple peut justifier les 30%, la dîme des 30% parce qu'il y a des frais marketing, il y a un effort, etc. Il y a une infrastructure de distribution, etc. Effectivement. Mais en tout cas, les éditeurs de presse françaises, via les syndicats nationaux de presse quotidienne, de presse magazine, ont décidé de monter au créneau et de dire que non seulement, il fallait une plus grande souplesse dans la tarification d'Apple, parce que c'est Apple qui fixe les prix. Enfin, qui fixe les niveaux de prix. L'analogie. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux vendre un magazine à 79 centimes, mais tu ne peux pas le vendre à 99, il faut le vendre à 1,50 € ou 1,59 €. Voilà. C'est le problème que Libération a eu quand ils se sont lancés sur l'iPad. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à faire, et c'est vrai que là, encore une fois, on tombe sur le système purement Apple qui fait que les décisions sont prises aux États-Unis, encore une fois, par rapport à une monnaie qui est le dollar, et quand tu le passes en euros, ça correspond plus du tout aux réalités du marché. Là, encore une fois, personne n'est obligé d'aller chez Apple et de vendre son truc sur l'iPad. On peut continuer à vendre. Personne n'est obligé, mais d'un autre côté, il faudrait, j'entends à dire qu'Apple a quand même une attitude un peu autiste et devrait quand même avoir une politique tarifaire un peu plus en accord avec les réalités du marché et les marchés des pays où ils sont présents. Mais c'est sûr, si c'est décidé à San Francisco ou à Cupertino, où on met les pieds 3 fois par an à Paris, c'est sûr qu'on est à côté de la plaque. On est d'accord. Mais là, je suis de l'avis qu'aucun éditeur ne doit mettre son contenu sur l'iPad. C'est juste une plateforme comme une autre. Ils peuvent le mettre sur le web, c'est largement suffisant. Et que personne n'est obligé d'acheter à ces prix-là sur l'iPad. Si vous ne voulez pas l'acheter, allez acheter-le en kiosque. Apparemment, c'est ce qui se passe. C'est pas le même produit. Et justement, c'est ce qui se passe. Parce qu'il faut raconter ce qui vient de se passer là. Ça fait 1 an presque que l'iPad a été présenté. Ça fait 1 an que... Bravo. Ça fait 1 an que j'en ai oublié. Oui, voilà. Qu'Apple a été présenté, que Steve Jobs lui-même est allé à New York dans pas mal d'organes de presse montrer l'iPad. Ces organes de presse ont été les premiers à avoir des iPads avant même la sortie, gardés dans des pièces fermées, etc. Bon. Et ça fait donc longtemps que Apple va voir les éditeurs. Et qu'évidemment, le but de tout ça, c'est d'arriver à sortir la presse de l'App Store. La killer app. Oui, parce que normalement, la presse, c'est quand même de la consommation de médias, c'est censé être vraiment la killer app de l'iPad. L'idée, à mon avis, c'est quand même de sortir tout ça de l'App Store et d'en faire un kiosque, ou de faire une partie de l'App Store qui soit uniquement du contenu et de la presse. Or, pour ça, il faudrait qu'ils s'accordent sur les abonnements. Pas tellement sur la vente au numéro, parce que je pense que là, 30 points, allez, soit. Et puis ça correspond un peu au prix de la distribution physique, mais sur les abonnements. Et là, ça fait 1 an, ça fait un peu moins que ça, mais ça fait au moins 6 mois qu'ils n'y arrivent pas. Qu'il n'y a pas d'accord entre les éditeurs et Apple, que personne n'est content et que c'est ça. Et là, le ton monte, Cédric. Ah bah là, le ton est monté grave parce que tout à coup, Apple a sorti l'ultimatum qui est de dire, il y a des journaux comme The Economist, comme beaucoup d'autres, qui, si comme vous Libération, êtes, le Figaro, pour pas laisser de nommer. Bien sûr, si vous êtes abonné à l'édition papier, on vous donne les codes pour recevoir directement l'édition numérique sur votre iPad. Pour t'abonner, en fait, tu t'abonnes pas via l'application, ce que normalement oblige à faire Apple, et là tu prendrais 30% sur l'abonnement. Là on peut, en fait, quand tu t'abonnes par exemple à Libération ou au Figaro de mémoire, je dis ça de mémoire, tu arrives sur un site internet où ça ouvre une page internet, donc tu t'abonnes sur le site et non pas dans l'application. Et dans l'iPad, tu te logs sur ton compte dans l'appli Libération, le Figaro, etc. Et il télécharge les numéros. Ça, c'est pas des bricolages d'éditeurs, c'est Apple leur a dit, oui, bien sûr, allez-y, faites ça, offrez vos canards aux gens qui sont abonnés chez vous. Or, Apple vient de leur signifier qu'à partir de, je crois que c'est avril, et il y a une période de grâce jusqu'à juin,
Ils ne pourront plus faire ça. Ils ne pourront plus distribuer d'exemplaires de leurs journaux, magazines, etc. à leurs utilisateurs au travers de l'app si ça n'a pas été payé dans l'app. Et c'est là. In-app, comme ils disent. Ça, c'est tout le Apple qu'on déteste. C'est tout le Apple insupportable qui vous donne des règles et qui les change. Alors, je veux bien, évidemment, quand Rodrigo dit « mais ils ont qu'à pas y aller », oui, d'accord. Le truc, c'est qu'ils y sont allés avec les règles qu'on leur a données. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'en face, il y a quand même la toile et comme Internet qui, aujourd'hui, dans le modèle économique, c'est l'information gratuite. Donc, il y a aussi quand même un facteur à prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas. Ah, mais c'était ça la promesse. La promesse de l'iPad aux éditeurs, c'était pas de dire vous allez avoir un truc super, ça va vous permettre de faire de belles interfaces. C'est on va vous offrir un modèle économique. Tenez, regardez, voilà un truc où votre contenu... On va revaloriser on va redonner de la valeur à votre contenu. Les gens vont repayer pour en avoir. Y accéder, ils vont y accéder dans de bonnes conditions. Et en plus, votre contenu sera protégé dans une tablette où on ne pourra pas le sortir, le copier, etc. etc. Et le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accord sur les abonnements, alors il y a quand même d'autres solutions, citons-les. Il y a des solutions françaises, c'est sorti aujourd'hui, ça s'appelle lekiosque.fr. Il faut que je revienne sur la page d'accueil. Donc, je ne sais à défaut de Prestore, comme on attend d'avoir l'équivalent de l'iBook Store chez Apple, ça y est, ça s'organise. Il y avait Relais maintenant. Regardez si c'est pas joli. Je tourne autour de mon kiosque en 3D. Je choisis des journaux, des magazines, etc., etc. Je peux en lire quelques pages, le sommaire, regarder un peu ce qu'il y a dedans. C'est très bien, il y a la possibilité de consulter des extraits. Ça, c'est très bien. Non seulement je peux acheter au numéro, mais en plus il y a un truc intelligent là-dedans, c'est que je peux acheter une sorte d'abonnement panaché. Je peux dire je vais payer X euros pour avoir le droit de télécharger 5 magazines dans le mois, par exemple. Mais quels que soient ces magazines. À une nuance près, Cédric. Tu ne peux pas t'abonner via l'iPad, tu as remarqué, il faut passer par le site. Ah ben oui, bien sûr, il n'y a pas d'abonnement. Moi, je suis content de leur avoir vu sortir la dîme à Apple. Parce que vu l'état des discussions sur la presse chez Apple, j'avais un peu peur que la ce qui est bien également, c'est que tu peux. Ce qui est bien également, c'est que tu retrouves en fonction du device où tu es, sur l'iPhone, l'iPad ou l'ordi, le Mac notamment, tu peux retrouver à chaque fois, tu n'as pas besoin de racheter l'édition pour chaque appareil. En tout cas, donc ça nous promet encore des mois. Pardon une seconde. On recommence un petit peu, rewind. Juste un petit mot, ça nous promet un peu des rebondissements dans les semaines qui viennent, puisque tu le disais, il y a un problème d'abonnement et que là, les éditeurs de presse ont annoncé leur intention de faire appel à Bercy et au ministre de l'économie, Christine Lagarde, pour qu'elle saisisse le Conseil de la concurrence, parce qu'elle considère que déjà que la presse est un secteur en crise, mais en plus si on les ponctionne de 30% et que derrière on leur impose des abonnements, l'abonnement pour la presse c'est comment dire, c'est le terreau quoi. On peut pas faire ça. Il ne faut pas oublier une chose en plus, Rodrigo. C'est qu'en plus, Apple ne partage pas ses données avec les éditeurs de presse. C'est-à-dire demain, il y a 10 000 abonnés à Ecried, par exemple, sur l'App Store d'Apple. On ne sait pas, on ne connaît pas nos lecteurs, on ne peut pas communiquer avec eux. C'est Apple qui garde toutes les informations. C'est le deuxième truc le plus important que j'ai oublié tout à l'heure, surtout pour les éditeurs américains qui, justement, vendent de l'abonnement extrêmement peu cher parce qu'en fait, ils font du fichier marketing et c'est ça le centre de la stratégie, c'est quand même de vendre des lecteurs aux annonceurs. Or, quand on s'abonne à travers de l'App Store, ces données, elles vont chez Apple. Et Apple, jusque-là, en tout cas, ne veut pas les partager. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça bloque. Parce que les 30%... à un moment, on se dit, bon, le prix s'oublie, la qualité reste, tout ça. Mais il faut, pour les éditeurs, c'est juste l'anathème. Dire, on va vous prendre 30% et en plus, vous ne saurez pas qui sont vos abonnés, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de modèle économique derrière. Ils n'ont plus rien à vendre à leurs annonceurs. Et ils perdraient même à laisser des gens abonnés sur le papier migrer vers les tablettes. Enfin, c'est impensable pour eux. C'est pour ça qu'on est face à une situation de blocage. Mais je crois que Rodrigo a quelque chose à dire. Vas-y, Rodrigo. Mais moi, je vais juste vous comparer Apple à Carrefour. Ça fait rêver. Vous imaginez que l'Apple Store soit un magasin Carrefour. Ouais. Que vous soyez référencé sur Apple. Mais Carrefour, c'est evil. De Carrefour. Mais Carrefour, il y a des concurrents, c'est surtout ça. Ben, il y en a. Alors, je termine. Quand vous mettez vos magazines sur les rayons de Carrefour, Carrefour ne va pas partager avec vous les données démographiques qui sont par rapport à leur carte. Pas les abonnements avec vous fournisseurs Danone ou un autre. On parle des abonnements. Mais même prenez un couponing, ils vont pas le partager avec vous. Ensuite, il y a des concurrents. Leclerc s'appelle Android. Vous pouvez aller sur Android si ça vous plaît. Ils vont enfin, semble-t-il, en mars, lancer le In-App Store. Ou ça y est, je l'ai vu hier dans TechMeme, c'est sorti, l'In-App Store.
vous pouvez aller ailleurs. Et toutes les prédictions disent qu'il y aura plus de tablettes Android que de tablettes Apple. Et pourtant, pourquoi tout le monde va aller chez Apple ? Ah bah parce qu'aujourd'hui, il est là, le marché est là aujourd'hui. Parce que le marché est là, le marché de la tablette, c'est Apple qui l'a créé. Qui l'a créé. Je suis d'accord, mais c'est pas parce que... Non mais... Ils résolvent le problème du paiement en une fois, en termes de distribution, d'interface qui fonctionne, etc. Mais tu partages tes moi, ça me choque quelque part à l'inverse. Abonnés, le fait que tous ces éditeurs se plaignent de la taxe soi-disant d'Apple à 30%. Mais c'est pas la taxe, comme les gens qui disent Google doit nous payer parce qu'ils indexent. C'est pas possible pour un éditeur. Si un éditeur est forcé. Attends, c'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'un éditeur américain, en tout cas, je parle pas des Français. Ouais. S'il fait des abonnements sur l'iPad, il va être forcé de les faire plus cher que la version papier. Bah oui, économiquement, déjà, ça va pas être facile à présenter comme marché à son lecteur. Et en plus, ce lecteur, il niveau de marge en matière de presse, quoi. On n'est pas dans le monde du cinéma, même dans le monde de la musique. On est que la musique est en crise, mais quand on voit les marges aujourd'hui en matière de presse, on est très loin des 30%. Quoi. Il faut arrêter les délires. Quoi. Ça n'existe pas en presse. Oui, un éditeur de presse, quand il fait une bonne année, il fait 2% de marge. Même, je veux dire, il y a une alternative extrêmement crédible sur l'iPad qui est libre de tout, qui est le site web adapté à l'iPad en HTML5. N'importe qui peut faire une web app, il suffit de mettre un raccourci sur l'écran si on le souhaite, mais tu peux pas et avoir un site totalement optimisé. C'est vrai que disait l'autre jour qu'il avait vu la version pré de Sysmic optimisée pour l'iPad. Longtemps maintenant. Ouais. J'en veux pour preuve que Facebook aujourd'hui n'a pas d'appli iPad et que son site fonctionne extrêmement bien sur l'iPad tel quel. Steve Jobs avait tendance à pointer du doigt et à dénoncer le fait que ça fonctionne pas vraiment la presse sur iPad. On pointait du doigt évidemment les groupes de presse, c'est pas assez ambitieux, etc. etc. Et on a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'arrivée d'un projet de la part du groupe de Rupert Murdoch, propriétaire de la Fox, qu'est-ce qu'ils ont du Times de Londres, du Sun, etc. Fox News aux États-Unis, News Corp, le Wall Street Sky Journal. News, Biscay Bee, voilà. Qui devrait arriver sur iPad après le projet de Virgin, The Project qui est arrivé juste avant Noël. Donc ça s'appelle The Daily. Hein, on sait pas grand-chose. Il y a juste une page internet où qui disent rendez-vous bientôt. Ça devait être annoncé mi-janvier et puis ça a été retardé sans doute suite aux ennuis de santé de Steve Jobs. Qu'est-ce qu'on en connaît de ce projet ? C'est du pure player, c'est-à-dire c'est un quotidien ou c'est un magazine, c'est un hebdo en fait. Hein. Non, c'est un quotidien. Ah non, c'est un quotidien. Ah ouais. Et apparemment, ils ont mis les moyens, mais c'est que sur l'iPad. Ouais. Truc de fou. C'est que sur l'iPad et que pour le marché américain. Oui, absolument. Aujourd'hui. Le truc n'est pas lancé, ça va être lancé d'ici quelques semaines. Effectivement, on voit des chiffres sur Internet. Il y aurait 150 personnes affectées au projet. 30 millions de dollars de budget, ce qui est rien pour News Corp, c'est franchement rien. 30 millions de dollars, c'est rien. Pour eux, non, c'est rien. Non, pour eux, c'est pas monstrueux. Non, mais je vois le chiffre. Pour eux, c'est même pas le budget d'une chaîne locale aux États-Unis, quoi. C'est pas. Donc c'est du contenu 100% original, mais qui serait sans cesse réactualisé. Ah bah comme un quotidien. Voilà. Et ce qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est qu'apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, on recevrait le quotidien automatiquement sur un iPad. On n'aurait pas besoin d'actionner le téléchargement. Et ça, c'est bien parce qu'on en parlait en début d'émission. On n'a pas besoin d'attendre une demi-heure que le journal se télécharge. Donc, ce qui semble intéressant pour conclure cette émission et pour conclure sur The Daily, c'est qu'il y aurait un nouveau modèle économique, un nouveau modèle d'abonnement. La bonne nouvelle, Cédric, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, et d'après la rumeur et d'après le site de notre ami Emmanuel Torregano du site electronic.info, il y aurait donc un système d'abonnement sur mesure pour l'iPad à 99 cents, donc presque $1 par semaine, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et là, effectivement, on s'aperçoit que c'est presque épidermique, le fait d'acheter de l'information. Et on comprend bien que c'est ça peut-être le cœur du problème, messieurs, aujourd'hui. On a tellement habitué aujourd'hui les gens à avoir accès à l'information gratuitement, que ce soit à la télévision, que ce soit sur le net, pourquoi ils paieraient encore sur la version iPad ? Surtout que quand vous achetez, par exemple, l'application Le Figaro le matin, vous avez les 3/4 du contenu, c'est pas la moitié, une partie en tout cas, qui est en libre accès sur le site. Donc voilà, dire que les lecteurs de l'iPad ne sont pas des acheteurs d'applications, certes, mais en tout cas ils lisent la presse, mais sur le web aujourd'hui. Donc maintenant il va falloir trouver un modèle économique. Messieurs, je vous propose de passer au coup de cœur. Alors messieurs, les coups de cœur, on va commencer par moi-même, tiens pour une fois. C'est un jeu, mon coup de cœur, c'est la dernière production d'Electronic Arts, ça s'appelle Dead Space, et ça vient d'arriver, regardez, exclusif, on refait le mec. Non, pas exclusif, on le trouve ailleurs. C'est le dernier jeu de chez nos amis d'Electronic Arts, Dead Space. C'est vraiment scotchant en matière de réalisation. Ils ont vraiment fait une version iPad dédiée. Là, on s'aperçoit que
vraiment, il y a une vraie montée en puissance des acteurs historiques, des éditeurs de jeux vidéo. Ils développent vraiment des applications qui sont vraiment étonnantes. Et même moi, au début, j'y croyais pas. On en a souvent parlé ensemble lors de cette émission que l'iPod, l'iPad ou l'iPhone pourrait être une console de jeu. Et là, vraiment, c'est épatant. Je vous propose d'aller le voir, de le télécharger. Ça, c'est la version iPhone. J'ai pas encore reçu la version iPad, mais c'est scotchant. Rodrigo, ton coup de cœur. Oui, alors moi, cette semaine, je me suis acheté un CD-ROM. Une application iPad. CD-ROM. Qui m'a coûté 9,99 et j'en suis très content. C'est encore une de ces applications qui ne me sert à rien, mais qui sont très jolies. Et make me feel good. Ça s'appelle The History of Jazz. Et vous avez une timeline. Et vous pouvez suivre toute l'histoire du jazz. Donc vous n'avez rien à faire au lieu de jouer à Angry Birds et tout ça. Vous regardez par exemple l'histoire du jazz à la Nouvelle-Orléans ou autre chose. Vous cliquez et vous suivez toute l'histoire du jazz. Cédric, c'est à toi. L'appli qui m'a fait rire cette semaine, je suis pas sûr que ça marchera vraiment. Ça s'appelle Stop Pervenche. Il y avait déjà les applis, vous savez, pour détecter les radars sur la route. Celui-là, c'est une appli pour vous alerter quand il y a une pervenche qui s'approche de votre voiture mal garée ou le ticket est dépassé. Et en fait, comment ils localisent la pervenche? La localisation de pervenche, c'est très simple, c'est du crowdsourcing. C'est-à-dire que tous les gens qui ont l'appli et qui voient des pervenches dans la rue signalent tout de suite sur la carte en disant elles sont là, elles sont 3, elles ont le carnet à souche à la main. Et soudain, si toi t'es garé dans le coin, tu as 30 secondes pour dégainer ton clé. Ding, oh merde, excusez-moi, je reviens tout de suite, je vais remettre des sous dans le parc-mètre. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a une très jolie vidéo de présentation sur le site. Mais pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait quand même quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Et moi, je suis assez persuadé quand même que le ministère de l'Intérieur, les préfectures de police, etc. vont voir ça d'un œil vaguement sévère. Mais en même temps, non, ça me paraît parfaitement légal. Tu peux signaler que tu as vu une pervenche. Il n'y a pas de problème de vie privée, on ne sait pas qui c'est, etc. Voilà, c'est rigolo, ça s'appelle Stop Pervenche. Les avertisseurs de radar sur les... Voilà. Moi, je trouve ça rigolo, je trouve ça presque... C'est, à mon avis, c'est juste pour rire et je trouve ça presque poétique. Ça s'appelle Stop Pervenche et c'est dans l'App Store. Merci messieurs d'avoir participé à ce 46e ou 47e, je ne sais plus, de Refait le Mac. Le monteur a beaucoup de travail ce soir, mille excuses mon cher François. On se retrouve la semaine prochaine, on essaiera de parler de jeux vidéo, de positionnement de l'iPad, de l'iPhone par rapport aux nouvelles consoles portables qui vont essayer de rattraper les parts de marché qu'a grignoté tout doucement Apple à la surprise générale. Je vous demande de nous retrouver également dans le magazine écrit, j'ai déjà montré, le voici. Cédric, vous le retrouvez chaque semaine sur LCI, bien sûr, dans plein écran, dans la Friend Connection pour la dernière sur LCI Radio. Demain, que dire de plus, c'est vendredi donc ce sera déjà passé quand vous verrez ce podcast. Non, mais elle sera diffusée, disponible sur TF1 News, sur LCI Radio, sur Watt et tout ça, etc. Et je sais déjà de quoi on va parler et je pense que de toute façon, même si LCI Radio avait continué, ça aurait été la dernière. Très bien, disons, ça va être chaud, on va tous écouter ça. De mon côté, je vous invite à écouter la dernière si vous avez un mobile qui sera diffusé dès ce vendredi. On va essayer de terminer nous aussi en apothéose. Oui, c'est Jean Moulin. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine édition dans Refait le Mac. Merci messieurs et bonne soirée. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.